Il y a de la donnée qui est issue de l'utilisation des données primaires, qu'on pourrait caractériser par de la 3D, pas que, mais il y a principalement de la 3D. Par contre, on a un vrai manque d'informations performantielles, à la fois sur les composants et les systèmes qui sont composés par ces fameux composants. L'idée, c'est d'à travers un dictionnaire, d'avoir une définition unique et de confiance de ces propriétés et de ces objets. Et quand on parle de définition, en fait, on parle plus seulement d'un nom et d'un texte explicatif de la propriété, mais d'un certain nombre de métadonnées, d'attributs qu'on va y associer pour la définir de manière claire et non ambiguë. Et demain, j'espère, qu'on aura la possibilité de constituer des dictionnaires de propriété propres à des filières qui s'intégreront dans des réseaux de dictionnaires, Frédéric en parlait, qui permettent de confronter l'utilisation d'un modèle dans des contextes différents. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast Xavier. Le sujet d'aujourd'hui va concerner les personnes manipulant des maquettes numériques avec des données, notamment des objets BIM. Afin d'aborder ce sujet comme il se doit, on a fait appel aux spécialistes en invitant Rémi Lanois, responsable du département construction numérique et BIM du CIRIB, Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton, et Frédéric Grand, directeur technique chez Building Smart France Media Construct. Notre échange portera sur les maquettes numériques, les bases de données, les normes, les standards avec des exemples dans l'industrie du béton. Sans tarder donc, je laisse nos invités se présenter. On enchaîne par la suite avec Sabrina pour rentrer dans le vif du sujet. Bonne écoute. Bonjour, donc je m'appelle Frédéric Grand. Donc dans ma carrière professionnelle, j'ai travaillé pendant 16 ans chez un éditeur de calcul thermique qui s'appelle BBS Slama et qui fournit notamment le logiciel ClimaWin. Et à l'époque, le responsable de BBS Slama était président de l'association Media Construct, qui depuis est devenue Building Smart France. Et donc c'est dans ce cadre-là que Bruno Slama m'a poussé à me pencher sur les questions de BIM et à me rapprocher à l'époque de Media Construct et de Building Smart International. À la suite de ça, je travaillais pour une société qui s'appelle Cobuilder, et qui produit une solution Internet en fait de gestion de dictionnaires de propriétés et d'objets basés sur les systèmes normatifs et des outils qui permettent aux industriels de structurer leurs produits et leurs systèmes selon les normes de structuration, mais également en intégrant dans leurs produits systèmes les propriétés qui viennent de normes, de réglementations, d'avis techniques, de DTU, auxquels ils doivent se conformer. Rémi pourra peut-être en dire un petit mot sur cette partie-là, je pense. J'ai travaillé également pour une société qui s'appelle Catenda et qui met à disposition du public une plateforme collaborative OpenBIM qui s'appelle BIMsync. Et dans ce cadre-là, moi, j'étais plus particulièrement en charge de travaux autour du Building Smart Data Dictionary et de l'intégration, du travail sur l'intégration des propriétés métiers dans une maquette numérique pour enrichir cette maquette, pour qu'elle puisse répondre à des besoins, par exemple, de calcul structure, thermique, acoustique. Et depuis octobre dernier, je suis le directeur technique de Building Smart France. Donc, je travaille en étroite relation avec Yannick Cottrell, qui est le nouveau président du comité scientifique et technique de Building Smart France et qui remplace Christophe Castin, qui est très connu sur la place de l'OpenBIM et de Building Smart, puisque ces dernières années, il a porté à bout de bras avec l'équipe technique Building Smart toutes les avancées en termes de sémantique, d'extension des IFC, notamment pour les infrastructures. En parallèle de ça, je suis membre du comité de pilotage de la Product Room de Building Smart International, qui s'attache à s'occuper également de la problématique de la gestion des propriétés des ouvrages, des produits, des systèmes. Je suis membre de la commission AFNOR PPBIM, au sein de laquelle j'ai participé au comité de rédaction de cette norme PPBIM dont tout le monde a sans doute maintenant entendu parler. Et j'ai eu la chance de pouvoir piloter le portage de cette norme en norme internationale ENISO. Donc son petit nom de code maintenant pour les fans de la normalisation, c'est ENISO 23386. Et je suis également expert
au CEN TC 442, qui est le groupe de normalisation européen autour du BIM, et à l'ISO TC 59 SC 13, qui est le groupe de normalisation, cette fois-ci ISO international, autour du BIM. Bon, voilà très, très rapidement mon parcours, qui donc depuis de nombreuses années tourne autour de la problématique du BIM et de la gestion des propriétés et des dictionnaires. Ouais, donc moi c'est Rémi Lannoy, je suis actuellement responsable du département construction numérique et BIM au sein du CERIB. Donc c'est le Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton, qui est un centre technique industriel propre à la filière béton préfabriqué, où on travaille en fait sur des sujets alors liés au BIM, pas vraiment, on va en parler un peu plus loin. Pendant cette interview, je pense, on travaille surtout sur des sujets numériques et l'intégration du numérique dans l'organisation et les process de production des industriels du béton. On fait ça en collaboration avec la Fédération de l'industrie béton, qui, en gros, est notre maître d'ouvrage sur tous les sujets de développement et d'innovation qu'on peut porter au CERIB. Donc ça, on va dire, c'est la base. Un peu comme Frédéric, je travaille sur différents projets institutionnels au niveau français, principalement un petit peu à l'international, vraiment un petit peu, pas comme Frédéric. Je suis également membre de la commission de normalisation PPBIM. Je travaille, moi, au sein du WG4 sur la data, sur la product data. J'ai participé à l'élaboration de la norme 23386. Alors moi, je n'ai pas participé au travail sur PPBIM initialement, parce que je n'étais pas encore au CERIB à l'époque, je n'étais pas encore dans ces sujets-là. Par contre, j'ai participé au portage au niveau international. Toujours dans mes attributions, dans des cadres de projets institutionnels, donc je suis vice-président de la commission construction numérique de l'IMCC. L'IMCC, c'est le super syndicat des syndicats d'industrie de la construction, dont fait partie la FIB. Je suis contributeur sur des travaux au niveau du plan BIM 2022 avec ADN, sur la partie justement normalisation. Je travaille au sein de Bunix Smart France, notamment avec Frédéric, sur les sujets, un peu comme en normalisation, sur les sujets des objets numériques. Je travaille alors un peu moins en ce moment, mais on y a contribué il y a un peu plus d'1 an, dans le cadre du projet national Mind. On avait travaillé un petit peu sur les problématiques de portage des IFC pour les infrastructures tunnels. Parce que dans un tunnel, il y a des voussoirs. Les voussoirs sont des objets en béton préfabriqué. Quand il me reste un peu de temps, je suis également intervenant pour le Master BIM de l'École des Ponts et de l'ESTP. Je suis responsable du module des ateliers pratiques et tout récemment, j'assiste Olivier Selnik en tant que directeur adjoint du Master. Voilà. Auparavant, parce que j'ai eu une vie avant le CERIB, j'étais un peu ce que disait comme Frédéric, j'ai eu la grande chance, je travaillais chez Aegis, j'étais en maîtrise d'œuvre infrastructure, et j'ai eu la grande chance de travailler avec Christophe Castin. Je suis également, donc, un peu comme Frédéric, un de ses disciples, et c'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui. Que représente le BIM et la maquette numérique pour les industriels de la construction, notamment l'industrie du béton ? Alors, donc ça c'est le sujet premier qu'on voulait mettre en avant avec Exabim, et la raison pour laquelle j'ai demandé aussi à Frédéric d'y participer, parce que le sujet du BIM dans l'industrie est un sujet assez à part. De but en blanc comme ça, on peut se demander mais de quoi on va parler quand on va parler BIM en industrie. L'industriel est un acteur de la construction, est un acteur de la phase réalisation, mais a aussi des choses à dire en phase de conception, et c'est un peu le but, on va dire, des sujets BIM qui sont brassés aujourd'hui dans l'industrie. Alors, l'industriel en lui-même, que ce soit l'industriel béton que je peux représenter ou les industriels de la construction de manière plus générale, n'interviennent pas dans le projet, dans la démarche BIM quelque part. Ils sont certainement pas BIM managers, ils sont pas coordinateurs, ils ne sont pas au final concepteurs. Néanmoins, ils sont concepteurs dans le sens très large, ça n'est pas leur métier premier. Ils peuvent être concepteurs sur certains sujets, mais ils ne sont pas responsables de l'acte de conception. Par contre, les industriels, au travers des maquettes numériques, ont des choses à apporter dans ce qu'on peut appeler l'information. Dans l'acronyme BIM, il y a le fameux I,
d'informations dont tout le monde se targue de comprendre les choses. Ça ne se résume pas à un seul mot qui s'appelle information, c'est bien plus complexe que ça. Fred, je pense, nous en parlera un peu plus loin. Mais le mot information pour les industriels prend tout son sens parce que, au travers des produits qu'un industriel peut sortir d'usine et apporter dans un ouvrage, au travers de ces produits, il y a une consolidation à avoir au niveau des process de management de l'information. Un produit en lui-même, un article qui sort d'usine, est composé non seulement des matériaux bruts qui sont assemblés, mais également il est composé on va dire de l'ultime constituant du produit que devient l'information. Cette information attachée au produit par sa performance, elle s'attache également au process qui a permis de produire le produit en lui-même. Mais pas que. Les industriels, dans cette démarche de management de l'information, ont aussi des éléments de la donnée à apporter qui sont liés à l'organisation de l'entreprise. Et au-delà, à l'innovation que peut porter le produit en lui-même, et à tous les développements et à la recherche qui ont pu aboutir à la constitution de ce produit. Donc on va dire que pour les industriels de la construction, et particulièrement pour les industriels du béton, le BIM et la maquette numérique sont un vecteur de ce qu'on peut appeler de la prescription. Alors, la prescription, les industriels en ont toujours fait. Il suffit de prendre. Les concepteurs ont dans leurs armoires des catalogues complets de gammes de produits industriels. Ça relève de l'acte de prescrire. Grâce à la maquette, grâce au BIM, quelque part, cette prescription, elle prend une allure un peu différente où finalement l'information, elle peut être véhiculée par ce qu'on pourrait appeler l'avatar des produits, c'est-à-dire en gros les objets, tout simplement, les objets composant la maquette. Donc ces objets, on les connaît, ou on peut croire les connaître, pourquoi pas. On a tous en tête, quand on regarde une maquette, des objets géométriques qu'on vient chercher, qu'on s'amuse à... Je dis on s'amuse, c'est un acte de conception, c'est pas de l'amusement, mais on travaille à partir de cet objet, à partir de sa géométrie. C'est un container, et dans cette géométrie, dans ce container, il y a de la sémantique, il y a de l'information, et cette information, elle peut être apportée par l'industriel dans un acte de prescription. Donc voilà un peu ce que représente le BIM. Pour un industriel, c'est principalement la manière dont il va pouvoir diffuser les informations de ses produits au travers des containers que sont les objets, dans un acte de prescription. Quel est votre constat sur l'implémentation des informations des objets issus de ces industries dans la maquette numérique ? Ce que j'ai dit sur la première question, on a l'impression que le monde est beau et tout va bien. Allez-y industriels, dégagez de l'information, balancez ça sur des objets, puis on va s'en servir dans les maquettes. Malheureusement, la réalité est légèrement différente. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que dans les maquettes actuelles, on commence à parler d'information. C'est tant mieux, quelque part. Les maquettes, ça n'est plus que de la 3D comme avant, ça devient des vraies bases de données informationnelles, bases de données qui sont utilisées dans les projets de manière collaborative. Donc là, c'est tous les process de développement de projet par le BIM, on va pas s'y attarder. Par contre, c'est vrai que cette donnée, on constate aujourd'hui qu'elle est principalement développée par ce qu'on appelle les utilisateurs. C'est-à-dire qu'à partir de quasiment rien, les utilisateurs, au travers du développement d'usage du BIM, vont générer de la donnée. Très bien, c'est déjà pas mal. Par contre, ce qui manque actuellement dans les maquettes, ce sont ces fameuses données de prescription, qui ne proviennent pas forcément des utilisateurs en eux-mêmes, mais qui proviennent d'environnements différents, notamment des industriels, mais ça peut venir d'autres environnements. Et cette donnée de prescription manquante, elle rend la maquette peu fournie en données qu'on pourrait appeler performantielles, qui est liée à la fois à la performance des composants, mais pas que, plutôt à la performance des systèmes. Une maquette, donc, aujourd'hui, un ouvrage tel qu'on doit se le représenter un peu dans une vision d'ingénierie système.
C'est un ouvrage en lui-même est composé de différents systèmes, que ce soit si je prends un bâtiment n'importe lequel, hein, il y a un système structure, un système D, système réseau, un système élec, un système bardage, enfin voilà, il y a plein de systèmes, et ces systèmes sont composés eux-mêmes de ce qu'on appelle des composants. Et dans la maquette, il y a de la donnée qui est issue de l'utilisation des données primaires, qu'on pourrait caractériser par de la 3D, pas que, mais il y a principalement de la 3D. Par contre, on a un vrai manque d'informations performantielles à la fois sur les composants et les systèmes qui sont composés par ces fameux composants. Donc voilà un peu le constat qu'on peut faire aujourd'hui. Tout ceci baigné dans une ingénierie de la construction qui, de mon point de vue, doit faire un peu sa mue vers l'ingénierie des systèmes, non pas l'ingénierie des systèmes comme on peut la voir dans les industries de pointe, que ce soit l'automobile ou l'aéronautique. Néanmoins, on peut quand même s'en inspirer. Mais cette ingénierie système, elle est inhérente à cette vision qu'on doit avoir d'un bâtiment qui est en lui-même une composition de système. Aujourd'hui, au sein de Building Smart France, évidemment, on promeut l'utilisation de la norme ISO OpenBIM et IFC. Et cette norme internationale, finalement, elle n'a pas vocation à porter la description des propriétés métiers, des produits, des systèmes, des ouvrages, tout simplement parce que souvent, ces informations sont à produire par rapport à des réglementations nationales. Et ces réglementations doivent être prises en compte dans un processus BIM. Rémi nous parlait de prescription. On va également avoir la notion d'exigence performantielle, par exemple, pour revenir sur cette notion de performance, qui vont être décrites par le maître d'ouvrage, et il va falloir être capable d'apporter une réponse à ces exigences. Et la solution autour de tout ça, c'est l'utilisation de dictionnaires de propriété, bibliothèque d'objets génériques. On va y revenir tout à l'heure. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans un projet qui suit un processus BIM, on est très rapidement obligé de créer ce qu'on appelle des property sets. Ce sont des jeux de propriétés, des ensembles de propriétés qui sont propriétaires, qui sont créés dans les projets pour héberger ces propriétés qui n'ont pas vocation à être transportées par la norme IFC, en tout cas définies par la norme IFC. Et de la même façon, les éditeurs qui fournissent des objets génériques et des propriétés ou des objets manufacturés, il y a des bibliothèques d'objets BIM qui sont sur le marché, qui sont bien connus, renseignent au mieux dans un modèle BIM les propriétés quand elles trouvent un réceptacle, on va dire, pour mettre des valeurs, et sinon sont obligés de rajouter leur propre property set parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement aujourd'hui. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que la norme PPBIM a été créée. Donc, c'était à l'époque sous l'impulsion de Laurent Hortas, qui est maintenant président de la commission de normalisation. L'idée, c'est d'à travers un dictionnaire, d'avoir une définition unique et de confiance de ces propriétés et de ces objets. Et quand on parle de définition, en fait, on parle plus seulement d'un nom et d'un texte explicatif de la propriété, mais d'un certain nombre de métadonnées, d'attributs qu'on va y associer pour la définir de manière claire et non ambiguë, en y ajoutant par exemple le lien sur un document de référence, savoir que c'est la propriété résistance thermique telle que définie dans l'ISO XXX, etc. Et puis également définir des processus de gestion de ces dictionnaires, qui a le droit d'ajouter du contenu, qui le valide. Donc, on est sur des problématiques de qualité et de confiance. Et puis, il faut être également capable de structurer le contenu d'un dictionnaire. Et ça, c'est des travaux qui se font aussi en normalisation au travers d'une norme qui s'appelle l'ISO 12006-3, sur laquelle est basé le Building Smart Data Dictionary, et au sein de laquelle Daniel Saïd et moi sommes experts français. Petite breaking news, le committee draft de cette norme le vote autour de ce comité draft s'est terminé hier, et donc il y a eu un vote positif. Du coup, on est sur les bons rails pour faire avancer cette problématique de structuration. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le dictionnaire unique de la construction n'existera probablement jamais. On y a cru pendant très longtemps, mais on se rend bien compte que c'est pas possible. Par contre, si on est capable de fédérer les dictionnaires autour de normes de structuration et de gestion de ces dictionnaires, et finalement, ce n'est pas un problème, puisqu'on va être capable d'aller chercher l'information de description des propriétés et des systèmes des industriels dans tous ces dictionnaires à partir du moment où ils suivent les mêmes normes. Ce qui implique quelque chose qui est cher d'ailleurs à Rémi, c'est la problématique de gouvernance de cette fédération de dictionnaires, et qui est un point crucial
pour que tout ça fonctionne bien. On a noté que les IFC sont capables de transporter les informations de cette manière-là, c'est-à-dire qu'à un objet, on peut associer des jeux de propriétés, le lien de ces propriétés, le lien vers la définition de ces propriétés de ces objets dans un dictionnaire, et la valeur correspondante, ce qui permet de savoir exactement de quoi on parle. Tout ça est poussé par Building Smart France et supporté par Building Smart International depuis longtemps. Et c'est des choses qui sont possibles à utiliser. Maintenant, il faut que les acteurs, et notamment les éditeurs, se les approprient pour que dans un logiciel de conception BIM, on soit capable d'aller chercher les définitions dans un dictionnaire et d'aller chercher des objets, des systèmes décrits selon ces définitions. Et là, on va commencer à pouvoir travailler de manière beaucoup plus efficace. Pour la petite histoire, il y a des travaux qui ont été réalisés également en France sur cette problématique de dictionnaire, avec l'émergence d'une première version, en tout cas l'amorce d'un dictionnaire français des propriétés pour la construction. Ça s'appelle POBIM. Les résultats sont disponibles et en accès public. Donc, il y a déjà eu des travaux qui permettent de commencer à travailler sur la description de ces propriétés selon ces normes. Donc là, dans le cadre de POBIM, c'est surtout basé sur les DTU. Donc, c'est une avancée non négligeable. Et j'évoquais tout à l'heure les éditeurs, les fournisseurs d'objets numériques. La majorité de ces sociétés-là prend déjà en compte un certain nombre de propriétés présentes dans ce dictionnaire POBIM pour décrire leurs objets de manière, on va dire, générique et standardisée. Quels sont les travaux au-delà de ceux de l'industrie du béton qui vont s'enclencher prochainement pour pallier à ces lacunes? Bien entendu, on va poursuivre les travaux de normalisation que je vous ai évoqués précédemment. Il y a également au sein de la commission de normalisation PPBIM l'idée de sortir un guide d'utilisation de cette norme 23386, qui est une norme très technique. Et l'idée, c'est de proposer un guide qui va expliciter un petit peu à quoi tout ça peut servir dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Il y a également des travaux de normalisation qui, en fait, ont déjà commencé, mais que je tiens à évoquer, qui sont en train de continuer, qui sont, à mon avis, cruciaux. C'est des travaux qui sont pilotés, des travaux européens, donc au WG2 du CEN-TC 442, partons pour tous ces acronymes et ces numéros, qui sont pilotés par Daniel Saïd. Donc, encore une fois, tout ça démontre la place de la France, qui est très importante dans tous ces travaux de normalisation. On est le pays dans le monde, à mon sens, le plus avancé sur cette problématique. Et donc, ces travaux pilotés par Daniel Saïd sont des travaux sur, on peut appeler ça une vue du modèle IFC, hein, une utilisation d'une partie du modèle IFC qui va permettre d'interroger des catalogues, qui va supporter le fait d'aller demander à un catalogue industriel quels sont les produits qui correspondent à un certain nombre d'exigences qui ont été recensées dans la maquette, de récupérer les réponses de ce catalogue-là pour intégrer, on va dire, les valeurs des propriétés qui correspondent à un vrai produit manufacturé cette fois-ci. Donc ça, c'est pour la partie normalisation. Dans le cadre de Building Smart France, on est en train de lancer un projet d'outillage de cette fameuse fédération de dictionnaires que je vous évoquais tout à l'heure. Et l'idée, c'est de proposer une solution qui va permettre à tous les intervenants d'un processus BIM d'utiliser une sémantique de qualité à toutes les étapes d'un projet. Donc, on parle de définir des exigences, on parle de contractualiser autour d'informations à fournir, on parle d'enrichissement de la maquette numérique avec ses propriétés, on parle de venir intégrer les propriétés des produits manufacturés qui vont finalement être installés sur le chantier, on parle de réalisation de calculs techniques, on parle de vérification de conformité par rapport aux exigences. Et donc l'idée, c'est de proposer un portail Internet qui va permettre de consulter la sémantique de tous ces dictionnaires, de gérer tous les dictionnaires interconnectés, être capable d'ajouter, de mettre à jour du contenu, de consulter l'historique de tout ce qui s'est passé, et surtout de mettre à disposition une API qui va permettre en fait aux différents acteurs finalement d'utiliser le contenu de ces dictionnaires. Parce que c'est bien beau qu'un dictionnaire existe, mais il faut savoir quoi en faire.
Donc, ça va permettre à ceux qui gèrent de l'information de la mettre à disposition de manière normalisée, de l'intégrer dans un réseau de dictionnaires. Ça va permettre aux utilisateurs finaux d'enrichir leur modèle via leurs outils, en fait, les outils qu'ils ont l'habitude d'utiliser tous les jours, qui vont avoir des plugins de connexion au dictionnaire qui vont permettre d'aller consulter le contenu des dictionnaires, puis d'enrichir les maquettes. Ça va permettre de créer des exigences grâce à ces contenus, de faire du contrôle de conformité. Les développeurs de logiciels, en fait, vont de manière plus simple avoir accès au contenu de ces dictionnaires de manière normalisée pour venir exposer aux utilisateurs les propriétés dont ils ont besoin. Et donc, ce projet-là, qui est en cours de démarrage, va se faire en partenariat étroit avec le Building Smart Data Dictionary, qui est en cours de refonte et qui va intégrer tous les prérequis exposés par les normes 23386, 23387, 12006-3, etc. Et il y a un certain nombre de chapitres nationaux, donc Building Smart International est architecturé en chapitres, le chapitre français, le chapitre norvégien, allemand, suisse, etc. Et donc, on a déjà un certain nombre de chapitres nationaux qui sont prêts à suivre Building Smart France dans cette aventure-là, en participant à ce projet-là, avec derrière, bien entendu, la bienveillance de Building Smart International là-dessus. En avril 2020, donc un autre sujet, Building Smart France, en fait, au travers de son groupe de travail Product Room, a publié un guide qui s'appelle Modèle d'objets numériques, éléments méthodologiques pour le développement d'objets pour le BIM, et dont le but, en fait, est de proposer une méthodologie qui s'appuie sur les expérimentations PPBIM et POBIM, bien sûr, pour identifier les produits et ouvrages génériques qui vont être utiles dans un processus BIM, définir la liste des propriétés qui y correspondent et développer les objets numériques correspondants. Donc, ce guide-là, il s'adresse en fait à l'ensemble des acteurs de la construction. On parle pas uniquement d'industriels dans ce cadre-là. C'est vraiment tous les acteurs de la construction qui peuvent être amenés à concevoir et utiliser des modèles d'objets numériques. Et ce guide est à disposition des OP, des organisations professionnelles, des entreprises, des ingénieries, des architectes. Donc, ce guide est en téléchargement libre et gratuit sur le site de Building Smart France. Et Rémi a fait partie des rédacteurs contributeurs de ce guide. Peut-on dire en ce sens que l'industrie béton est pionnière en termes de recherche et développement d'un process transposable à toutes les industries ? Alors, je voulais justement rebondir sur cette notion de guide auquel l'industrie du béton a participé. Ce guide est maintenant entre les mains du grand public et il est intéressant, voire capital, de pouvoir passer à une phase d'expérimentation de sa mise en œuvre pour plusieurs raisons: pour valider sa pertinence pour toutes les typologies d'utilisateurs potentiels, pour explorer les pistes d'amélioration ou d'extension du périmètre de ce guide, pour faciliter la promotion de son usage à partir de résultats concrets. L'idée de cette expérimentation, ça va être, dans un premier temps, avec un certain nombre d'acteurs qu'on va identifier et intégrer dans ce projet d'expérimentation, d'identifier les cas d'échange à expérimenter selon les typologies de partenaires qu'on aura sélectionnés, identifier ce qu'on appelle des data templates, des jeux de propriété à traiter pour répondre aux différents cas d'échange qu'on veut traiter, appliquer cette méthodologie pour décrire ces data templates, et puis, dans un dernier temps, implémenter ces data templates et les mettre à disposition, donc soit sous la forme d'objets BIM qu'on aura enrichis avec de la sémantique, soit en les intégrant dans un dictionnaire comme le Building Smart Data Dictionary. Donc la forme de mise à disposition de ces informations, de ces data templates, va un petit peu dépendre de l'avancée des travaux et la mise en place de l'outillage qui permet de gérer tous ces dictionnaires. Et puis ensuite, on va rédiger un guide Rex de ce document, de ce guide objet numérique, et puis éventuellement proposer de mettre à jour ce guide si le besoin s'en fait sentir et si on constate que tous les cas d'usage, en tout cas tous les besoins ne sont pas couverts par ce guide. Et du coup, j'aimerais bien avoir l'avis de Rémi, qui donc a participé activement à la rédaction du guide, sur ce projet Rex d'expérimentation de l'utilisation de ce guide d'objets numériques, notamment pour l'industrie béton. Alors, ce qui est sûr, c'est que ce guide, c'est une première salve, en fait, une première proposition qui s'appuyait tantôt sur les éléments de Rex qu'il y avait eu à PPBIM et sur POBIM.
dans le cadre du plan de transition numérique du bâtiment, et ça s'appuie aussi sur des REX spécifiques de certaines filières industrielles. Alors l'industrie béton que je représente, on y a participé activement, on n'était pas seul. Il y avait aussi Laetitia Bertel de l'industrie pierre naturelle et produits terre cuite, et également des représentants d'industrie, les fenêtres notamment, et aussi un petit peu industrie équipement électrique sur le sujet. Mais on a bien senti, de toute façon on le savait, hein, que c'était juste un premier essai, et que l'industrie de la construction en France étant assez large, il faut forcément confronter ce point de vue à d'autres points de vue industriels, mais également à d'autres points de vue d'acteurs de la construction, parce que, comme je disais au départ, l'industriel n'est pas le seul pourvoyeur d'informations dans la maquette numérique. C'est pas le principal. Les acteurs de la conception, de la réalisation, de l'exploitation vont être des grands pourvoyeurs de cette implémentation de l'information, et les industriels sont un maillon de ces sujets-là. Alors, si on revient un petit peu en arrière, spécifiquement pour l'industrie béton, ce sujet, alors il existe avant que j'arrive au CERIB, c'est pas sorti de mon chapeau quand je suis arrivé. L'industrie du béton, au travers des travaux du CERIB alliés à la Fédération de l'industrie béton, ces travaux-là ont été commencés sur l'aspect objet BIM, ont été commencés il y a entre 2014 et 2015. À l'époque, donc j'ai le nommé, qui s'appelait Paul Sauvage, qui était la personne qui m'a accueilli quand je suis arrivé au CERIB, avait commencé à réfléchir sur ces sujets-là avec une autre personne qui s'appelle Santiago Rodriguez, et avaient tous deux imaginé la manière dont nouvelle technologie qu'on appelait BIM, qu'on appelle encore BIM, mais surtout cette nouvelle technologie du numérique, allait pouvoir servir à l'industrie béton pour se mettre en avant par rapport à d'autres industries, et montrer que l'industrie béton était innovante sur le sujet. Donc ça, c'était le point de départ. Paul Sauvage a travaillé sur PPBIM, il a travaillé activement aussi à POBIM, il était responsable du GT maçonnerie et gros œuvres. Donc, il était un pourvoyeur de données dans POBIM, et le travail qu'il a accompli dans POBIM était couplé au travail qu'on avait démarré au CERIB, là au moment où je suis arrivé, sur la constitution de bibliothèques d'objets. Alors d'objets génériques. On parle toujours d'objets génériques parce que l'objet générique, quand on représente une filière, l'objet ne peut être que générique. On ne va pas citer telle ou telle marque, tel ou tel industriel. On va dire cet objet-là est représentatif de l'industrie béton. Donc il est générique. Donc, à partir de la constitution, des travaux sur la constitution de cette base de données, on a exploré les sujets qui étaient connexes à la création des bibliothèques. Et là, naturellement, on s'est tourné vers des gens comme Frédéric, qui à l'époque travaillait à CoBuilder, pour comprendre comment on intégrait ces bibliothèques dans les maquettes à partir d'hébergeurs de bibliothèques. Donc je cite Frédéric, qui à l'époque était à CoBuilder. Aujourd'hui, on y travaille toujours à CoBuilder avec Roland Dominici, et on travaille également en parallèle avec Didier Balaguer de DatBIM, qui a une vision différente, qui peut avoir une vision différente du sujet, mais qui finalement est très complémentaire par rapport à des visions d'hébergeurs concurrents ou d'autres hébergeurs. C'est ça qui nous intéressait au CERIB à l'époque, c'était de pouvoir confronter des points de vue sur la manière dont on voyait le développement du BIM dans l'industrie du béton. Et donc, on a continué à travailler là-dessus, et maintenant que les bibliothèques sont constituées, alors c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, malheureusement, elles sont peu utilisées aujourd'hui parce que la maturité n'est pas encore là, quelque part. Là où on travaille aujourd'hui, c'est justement dans la constitution des bibliothèques de modèles. Et les bibliothèques de modèles, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, ce sont les dictionnaires de propriété. Pour pouvoir décrire un objet et la bibliothèque d'objets, et qui sera après intégré, ou on va dire, qui sera disponible dans une maquette numérique, il faut avant tout décrire le modèle qui permet de caractériser un produit. Et donc là, c'est le REX de POBIM, c'est les travaux qu'on a menés avec Bunixmart sur le guide des objets numériques, le besoin de dictionnaire, le besoin de définir ce qu'est un modèle,
et de l'intégrer dans un dictionnaire par le process décrit de la 23386. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on contribue, on continue à contribuer, et l'industrie béton souhaite absolument partager ces avancées-là avec d'autres industriels, parce que il est évident que notre point de vue doit se confronter à d'autres typologies de produits. Donc on le fait déjà, et on l'a déjà fait avec, on va dire, des produits qui sont similaires, mais dans des matériaux différents. Je citais la terre cuite tout à l'heure, mais on a aussi travaillé là-dessus avec des gens je vais citer Pascal Bonneau, des gens de la construction métallique, aussi également des gens qui représentent l'industrie du bois. Donc on a une vision. On essaye d'avoir une vision globale sur le sujet à partir de notre vision singulière qui est celle de l'industrie du béton. Et demain, j'espère qu'on aura la possibilité de constituer des dictionnaires de propriété propres à des filières qui s'intégreront dans des réseaux de dictionnaires, Frédéric en parlait, qui permettent de confronter l'utilisation d'un modèle dans des contextes différents. Un mur décrit pour l'industrie béton a certainement la même racine en termes de définition qu'un mur décrit en torchis, par exemple. Par contre, un mur qui est décrit par un maître d'œuvre ou un mur qui est décrit par une entreprise va s'appuyer sur d'autres définitions. Et l'idée, c'est de confronter les définitions qu'on peut donner dans l'industrie à des définitions qui sont données dans d'autres contextes par d'autres acteurs. C'est ça l'enjeu qu'il y a derrière l'harmonisation des dictionnaires de propriété. Et c'est là-dessus qu'on souhaite contribuer à l'industrie béton, en s'appuyant sur un REX qui a démarré par d'abord la simple, absolument pas péjorative pour mon industrie, et en tout cas la simplicité qu'on a pu avoir à comprendre qu'un objet BIM était pourvoyeur de prescriptions sur des sujets performantiels. Donc c'est un peu ça l'histoire à l'industrie béton. On est parti de l'objet, on est parti en gros de la maquette numérique, et on a découvert des éléments de constitution de ces objets qui nous ont emmenés vers les dictionnaires, et ces éléments de compréhension et de développement de compétences, quelque part, on les a très vite partagés avec d'autres acteurs dans d'autres cadres, que ce soit à Bunix Smart, que ce soit dans le cadre du plan BIM 2022 ou en normalisation, parce qu'on a tout de suite compris que notre point de vue devait se confronter à d'autres points de vue industriels et d'autres points de vue d'acteurs. Merci beaucoup à Exabim déjà pour l'organisation de ce podcast et nous permettre d'exposer un petit peu tous ces travaux autour de la problématique des dictionnaires, de la sémantique et de leur utilisation derrière, par exemple, dans l'industrie du béton. Et puis, pour conclure, j'invite tous ceux qui sont intéressés par ces problématiques à se rapprocher de Building Smart France pour participer au groupe de travail là-dessus. Ces travaux-là ne sont pas terminés et on a besoin de tous les volontaires qui sont en lien avec ces sujets pour venir les faire avancer, et notamment sur le projet REX du guide objet numérique. Tous les participants volontaires pour expérimenter cette production de Building Smart France seront les bienvenus. Voilà, encore merci beaucoup à Exabim. Ouais, pareil pour moi, merci Sabrina, merci Mohamed, et merci Fred d'avoir discuté avec moi de ce sujet-là. Enfin, on commence à se connaître maintenant, même si ça fait pas si longtemps que ça dans la carrière qu'on se connaît, mais en tout cas, moi, c'est en particulier grâce à toi que j'ai compris beaucoup de choses sur les sujets-là. Après, exactement comme tu dis, on a absolument besoin de REX au travers des compréhensions d'applications de métier. Que ce soit chez les industriels, que ce soit au travers d'autres acteurs de la construction, pour constituer des bases de données que sont les maquettes numériques, on a besoin de connaissances métiers. Et la connaissance des métiers, elle ne peut se matérialiser qu'au travers des containers, c'est-à-dire les objets. Il n'y a que eux qui sont vecteurs d'information dans une maquette numérique. Dès lors où on aura, on va dire, compris et expérimenté l'utilisation de ces objets à partir de dictionnaires de propriété vers des maquettes numériques, on pourra dire, OK, quelque part, le BIM, on commence à le toucher du doigt. On en est encore loin, quelque part, il y a encore pas mal d'années de développement devant nous, on a encore des travaux en normalisation, tout n'est pas acté, tout n'est pas standardisé, alors tout n'est pas standardisable aussi, mais il y a encore des choses sur lesquelles il faut travailler en normalisation.
appuyer sur des REX comme on peut avoir BIM Smart France ou comme on peut avoir dans d'autres instances, dans le cadre du plan BIM 2022 notamment, mais également dans le cadre de Mind et certainement dans d'autres organisations, dans d'autres projets nationaux et internationaux à apporter du REX. Et une fois qu'on aura fait ces expérimentations et quelque part complété les visions théoriques, on aura déjà fait... on pourra dire que le BIM est déployé et le BIM devient la norme quelque part. D'ailleurs, on n'en parlera plus. Il faudrait d'ores et déjà ne plus en parler. Ça deviendra la méthode de demain. Au même titre que des méthodologies ont été appliquées sur projet par l'intermédiaire de normes sur le management de projet. Bon, aujourd'hui, on les utilise, on ne les cite même plus. Là, de la même manière, les projets de demain seront BIM. Ils seront BIM dans leurs usages, ils seront BIM par l'utilisation de données issues de tout ce qu'on vient de parler. Et le jour où on n'en parlera plus, c'est que quelque part on aura gagné.